Et oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Cette semaine, on reprend notre flânage. J'ai eu beaucoup de bons Rex sur le dernier épisode. Un Rex, c'est le fameux retour d'expérience des French People from France. Je remercie particulièrement M. Parenteau, François Parenteau, qui a eu des bons mots pour le flâneur que je suis devenu. Alors aujourd'hui, on va donc flâner ensemble. Et si on commençait par l'Expo Cannabis Montréal? J'y ai chopé un virus et je suis sur le cul depuis vendredi. J'ai même porté ce week-end un manteau d'hiver dans la maison tellement j'avais froid. Je vais beaucoup mieux, mais on verra pour la voix. Et c'est parti. Donc, cette année, l'Expo Cannabis Montréal, ça se passait au Palais des Congrès. Quand tu sors du métro Place d'Armes, c'est majestueux. Presque un décor d'aéroport, la classe. C'est vraiment très différent de la place Bonaventure, que j'aime beaucoup pour d'autres raisons. Alors, je vais cracher un peu de venin avant d'aller plus loin. Il y avait à l'exposition des tonnes d'exposants qui ne savaient même pas dire bonjour en français. Non, je n'irai pas dans cette direction, pas celle où vous pensez que je vais aller. Je vais dire, c'est plate, mais c'est la vie commerciale. Si l'exposant a un produit irremplaçable, tu fais avec. Si tu as besoin d'infos de cette personne, tu fais avec. Et si tu n'as pas besoin ni des services ni de ses produits, eh bien, tu le respectes comme n'importe quel autre être humain. Le gars dans le kiosque là, qui regarde son téléphone, il n'a peut-être pas demandé de venir de Brampton, en Ontario, pour aller chez les papous pendant 2 ou 3 jours. Hein? Il est peut-être bilingue, anglais-latin ou anglais-malinké, une des 7 langues officielles du Sénégal. Donc, c'est plate, mais c'est la vie, il n'y a rien là. Hein? Par contre, quand tu t'installes au bar du resto Les Trois Amigos dans le Palais des Congrès et qu'on refuse de te servir en français, c'est un geste politique. Et rien dans la prochaine élection ne va changer cette situation. Avant d'aller plus loin, juste un instant. Hein? Vous savez, quand je suis au comptoir... Hé, MJ! Ouais! Non, j'ai tout craché mon venin, là, c'est fini. Tu peux t'approcher. Mon habituel, s'il te plaît. OK. De retour. On va donc flâner... Désolé. On va donc flâner sans aucune prétention à l'exhaustivité. Alors, j'ai discuté avec beaucoup d'exposants qui offraient des produits d'assurance. C'est le signe d'un marché qui se professionnalise. Les marchands de fertilisants et autres produits étaient partout. Beaucoup moins de vendeurs de quincaillerie, comme les machines pour effeuiller ou les supports pour séchage. Vous voyez le genre, là. À vue de nez, j'ai l'impression que les entreprises québécoises dans ce secteur d'activité privilégient maintenant les salons à l'extérieur du Québec, au moment où le marché québécois, évidemment, commence à saturer. Ça, c'est du pif, hein? Rien de scientifique. Si vous avez un autre scénario, je suis curieux. Surtout si vous êtes allé à l'expo. Je pourrais même faire une entrevue avec vous si vous avez des points de vue discordants ou si vous êtes d'accord, peu importe. Comme pour les éditions précédentes, il y avait des conférences sur 2 scènes différentes. Des bons sujets, du bon monde, là. Tout bien. Mais moi, mon focus était de serrer des mains et de rencontrer du monde pour faire du contenu pour Top Pot et Bon Stock, mon nouveau magazine numérique sur le cannabis. Il était facile de constater qu'il y avait peu de producteurs québécois de cannabis qui avaient un kiosque. Et c'est un peu normal car c'est un salon professionnel. Par rapport aux années précédentes, j'ai l'impression aussi que le nombre d'exposants a considérablement diminué. Mais c'est du pif, toujours. Hein? Il y avait également peu de méga-kiosques, hein, ceux qui ressemblent à des châteaux, là. Non, la sobriété était de mise, et un peu comme le dit le président Macron en France, c'est la fin de l'abondance. Ma plus grande surprise, les labos de Toronto qui viennent au Québec explorer un nouveau marché.
Le plus smart de ces labos avait une représentante qui parlait français. C'est bien. Elle avait des tatouages vraiment intéressants et un vrai bonus, une prime. La dame avait le titre d'agronome. C'est pas n'importe quoi. Donc, ce labo offre un service spécial dont je vous reparlerai bientôt. Une offre unique, d'après ce que je peux comprendre. Mon coup de cœur, ben oui, j'en ai eu plusieurs, mais mon plus gros coup de cœur, j'ai discuté avec le PDG de Purcan Pharma, qui est une filiale du groupe Silicycle. Le monsieur s'appelle Hugo Saint-Laurent. Pendant qu'on discutait, il prenait des notes sur une feuille de papier, là. Vous savez, sur une sorte de bloc-notes, là, un clipboard en français. Eh bien, cela ne veut pas dire qu'il va me rappeler, mais, et c'était sa grande qualité, lors de notre échange, j'ai eu l'impression que toute sa bande passante, là, était dirigée vers moi. J'avais son attention totale. Ça vaut la peine d'être mentionné. C'est une belle qualité. Purcan Pharma produit et commercialise des extraits purifiés standardisés de THC, CBD, CBG, CBN, CBC, CBDA et THCA. Tout ça sous forme d'huile, de gélules, de vaporisateurs, de crème, de jujube. Voyez le genre. Purcan Pharma offre aussi des services de fabrication à façon et sous contrat. La fabrication à façon, ça veut dire que vous avez une idée, vous voulez faire un produit, ils vont le produire pour vous, ils vont faire les étiquettes, ils vont vous faire un produit prêt à vendre, quoi. Maintenant, ma découverte. C'est le Centre d'innovation en technologie en bio-innovation de la Cité située à Ottawa. En fait, je les redécouvrais à ma plus grande surprise. On s'était croisés au tout début de la légalisation, puis on s'était oubliés. Il y avait sur place une équipe de jeunes gens, dont une technicienne de labo allumée, que je salue au passage. J'ai aussi discuté avec deux grandes femmes blondes, Gisèle et Marika, qui vendent de l'intelligence, elles, chez Easy Focus. Easy Focus est une société pan-canadienne qui offre des services comme ceux de Weedcrawler, si vous savez de quoi je parle et de qui je parle. Ah oui, j'ai aussi rencontré Jimbo Jones, un gars qu'on a interviewé sur Top Pot, un créateur de contenu qui ne montre jamais son visage. D'ailleurs, le titre de l'épisode était « Le vrai visage de Jimbo Jones ». Il a une chaîne YouTube avec différents types de contenus. Dans un autre registre, j'ai parlé avec 3 personnes différentes de ferblanterie. Ça ne m'était pas arrivé depuis des problèmes épiques avec l'APCHQ et la garantie des maisons neuves. Mais c'est une saga pour une autre fois. Ces spécialistes de la ferblanterie, eux, n'avaient pas de kiosque, mais ils étaient sur place pour prendre le pouls du marché. OK, c'est tout pour l'instant. Je reviendrai à l'Expo Cannabis Montréal si j'ai un flash. Je suis très heureux d'y avoir participé et je suis content que l'organisateur ait su, encore une fois, mettre sur pied une activité qui rassemble l'industrie. Dans l'épisode précédent, je parlais des critiques sur les réseaux sociaux dont faisaient l'objet certaines entreprises ou la plupart des entreprises de cannabis cotées à la bourse. Bien sûr, certaines ont perdu des milliards pendant que leurs dirigeants s'enrichissaient. Mais vous le savez, une promesse n'engage que celui qui y croit. Par contre, ce qui se dessine derrière ça, c'est l'éternelle histoire des gros contre les petits. Comme au Québec il y a 30 ans, quand les microbrasseries sont apparues. Oh, ce genre de discussion n'annonce pas la fin du monde, loin de là. Juste la fin du cannabis ou d'une certaine idée que les consommateurs se font d'une industrie du cannabis avec des microproducteurs, comme il peut y avoir des microbrasseurs. J'ai donc vu sur mon radar apparaître un pic de discussion dont l'essentiel, en gros, se résume à ceci. Big Tobacco, Big Pharma et plein d'autres big tentent actuellement de mettre la main sur le marché légal du cannabis. Ce sont des discussions qui ont lieu aux États-Unis, pas au Canada. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas chez nous, mais je dis que je les vois exprimées largement aux États-Unis. Quand on parle de ces bigs, on a oublié évidemment Amazon, qui est pourtant le plus grand réseau au monde pour distribuer rapidement n'importe quoi, n'importe où. Si on regarde ce qu'Uber a réussi à faire ou à défaire au cours des dernières années, l'hypothèse d'une mainmise par quelques géants de l'industrie du cannabis n'a rien de farfelu. Maintenant, l'argument omniprésent dans ces discussions est simplissime. Après la prohibition de 1919 aux États-Unis, chaque État a pu passer des lois et des réglementations qui ont su empêcher,
toute forme d'intégration verticale. Non seulement la santé publique fut protégée, les niveaux de consommation et les morts le prouvent, ou l'absence de certaines morts, mais ce formatage a permis l'émergence d'entreprises petites et moyennes qui ont longtemps su prospérer. Cependant, le lobbying étant légal et étant aussi l'arme des dominants, il y a eu une reconsolidation de l'industrie de l'alcool partout dans le monde. Au Canada, j'aime à le répéter, l'alcool, c'est 400 hospitalisations et 10 morts par jour. Si le cannabis tuait autant de monde, on mettrait en prison les producteurs autorisés canadiens. On voit donc apparaître des groupes de juristes qui disent qu'il faut dès maintenant s'assurer que le marché américain du cannabis ne soit pas contrôlé par quelques conglomérats. Juste un instant. Hey, merci MG. Une seconde. C'est l'eau qui va être plus efficace aujourd'hui, je crois. Ah. Le Top Pot, c'est un café où on peut amener maintenant son contenant. Donc, le café est servi dans leur tasse, mais j'ai ma bouteille d'eau que je remplis au besoin ici. On disait quoi? Ah oui, on voit donc apparaître des groupes de juristes qui disent qu'il faut dès maintenant s'assurer que le marché américain du cannabis ne soit pas contrôlé par quelques conglomérats, les bigs dont on parlait plus tôt. Là. Certains influenceurs se moquent de cet activisme. D'autres prédisent pire. Alors, quand on voit les efforts déployés par YouTube pour éradiquer réellement le contenu cannabis de sa plateforme, il est évident que certains bigs agissent déjà selon leurs propres intérêts. La vraie question est, YouTube protège quoi? La jeunesse ou ses revenus? Ça aussi, c'est une saga pour une autre fois. Est-ce que vous croyez que ce type de raisonnement relève du complotisme? Si oui, faites-moi signe. Pour l'instant, les producteurs canadiens font amplement la démonstration que l'intégration verticale n'est pas à la portée du premier venu. Mais là, on parle des bigs américains, c'est différent. Alors, maintenant, on s'en va flâner ailleurs. Vous avez entendu parler du refus de la SQDC de distribuer et de vendre les produits de cannabis qui utilisent l'ex-boxeur Mike Tyson comme porte-parole? Certains médias ont félicité la SQDC de ne pas transiger avec lui, tandis que d'autres lui ont reproché. Vous savez sans doute aussi que l'un des produits signature de Tyson est un mangeable, un comestible, en forme d'oreille à laquelle il manque un petit morceau. C'est que Tyson a déjà mordu l'oreille d'un boxeur concurrent dans une arène lors d'un combat. Le nom du produit est brillant, Mike Bites. Certains États américains interdisent, je pense à la Californie, tout produit de cannabis ayant la forme ou portant l'empreinte de la forme réaliste ou caricaturale d'un être humain, d'un animal, d'un insecte ou d'un fruit. Donc, aux États-Unis, il y a d'autres raisons très simples pour ne pas distribuer ces produits. Dans un secteur économique qui fait encore appel à des bêtes-bongs, le fait que Tyson a été condamné pour viol ne semble pas beaucoup déranger. Plus au Canada qu'aux États-Unis, en tout cas. Ça dérange plus ici que là-bas. Là aussi, par contre, il y a des réels changements de mentalité, et ce qui était normal il y a 3 ans, souvent ne fonctionne plus en 2022. Vous avez vu cette semaine l'article de la presse de lundi? Le titre était « Cannabis médicinal, le programme fédéral détourné par le crime organisé ». D'abord, il faut remarquer la taille du projet. J'ai compté 3087 mots. Alors, ça peut varier là, selon la façon dont votre logiciel compte les mots, donc en 3000 à 3100, disons. Un texte habituel dans le journal La Presse fait 1000 mots, une chronique. Mais cette fois-ci, je crois, on doit le dire, on parle de journalisme, pas d'une chronique d'opinion. Le Journal de Montréal a fait exactement le même topo il y a 2 ans. Le contexte politique, par contre, est totalement différent. Santé Canada est tenu par la loi sur le cannabis fédéral d'organiser une consultation qui est commencée là. Au même moment, la SQDC fait son propre sondage. Un sondage très ambitieux qui devrait lui permettre de mieux comprendre son marché. Pas pour vendre davantage, juste pour mieux vendre.
L'article de la presse propose des statistiques intéressantes, entre autres. Mais je dois avouer que j'ai éclaté de rire plutôt que de pleurer en lisant certains propos relayés par l'article. Non, je n'ai pas éclaté de rire quand j'ai lu que le marché noir était en croissance. Ce n'est pas parce que je le dis depuis des années que je me réjouis. Non, ce qui m'a fait rire est l'absence totale de jugeote de l'Association des directeurs de police du Québec, l'ADPQ, et l'absence totale de réaction des journalistes élites de la presse. L'ADPQ se plaint de la situation du cannabis médical. Je ne dis pas qu'elle a tort, au contraire. Sur les réseaux sociaux, à ciel ouvert, quoi, des gens prouvent à tous les jours que les abus du programme médical sont nombreux, connus, répertoriés de tous. La SQ n'a qu'à aller sur Facebook pour comprendre, mais elle le sait. Mais parallèlement, va-t-on interdire les véhicules moteurs parce qu'il y a des conducteurs dangereux, sans empathie et ivres? Jamais, et c'est très bien ainsi. Là, je vais citer le passage qui m'a fait rire, pour ne pas pleurer. Les dirigeants de l'association ne veulent pas pénaliser les consommateurs qui ont besoin de cannabis à des fins médicales. Mais ils réclament un moratoire sur la délivrance des certificats d'inscription et la formation d'un comité pour harmoniser les mandats de la sécurité publique et de la santé dans l'approvisionnement du cannabis à des fins médicales. Ils demandent également que la réglementation actuelle soit abrogée et recommandent que les détenteurs d'une ordonnance qui habitent au Québec s'approvisionnent uniquement à la Société québécoise du cannabis. Fin de la citation. C'est gentil, ça, hein? La DPQ ne veut pas pénaliser les gens malades. Bravo. Elle veut simplement les envoyer s'approvisionner dans les succursales en grève ou dans les succursales ouvertes où il n'y a pas un seul être humain formé adéquatement pour guider des malades. Je le répète, il n'y a pas un être humain à l'SQDC qui est formé pour ça. Pas un. Alors pourquoi pas une opération à cœur ouvert dans une pharmacie Jean Coutu? Il y a plein de gens compétents sur le plancher, c'est propre en général en plus. Plein d'universitaires avec des diplômes. Et il y a un bureau de médecin juste un étage plus haut qui prescrit des pilules. Évidemment, vous sentez la caricature dans mes propos. Le reportage relaie la parole de la DPQ sans la questionner. Avouez que c'est un peu normal. La police, c'est elle qui, normalement, est payée pour questionner. Attendez-vous une réaction de la profession médicale aux recommandations de la PDQ? Pas moi. J'ai rien vu à date. Ça fait déjà 2 jours. L'industrie peine à survivre. On lui jette des grenailles pour le moral. Ça coûte pas cher. Quelle tristesse. Les patients qui se débrouillent, c'est en pleine cohérence avec notre système de la santé. En même temps, on apprend qu'un audit interne au ministère des Anciens combattants révèle que le ministère aurait pratiquement perdu le contrôle du programme de cannabis thérapeutique pour les vétérans. Pas de supervision, pas d'encadrement, même pas de données probantes sur les bénéfices pour la santé des vétérans. Ça me fait penser au récent gouvernement libéral provincial qui donnait trop d'argent aux médecins québécois, mais sans jamais pouvoir le réclamer, faute d'avoir noté dans un fichier Excel quelque part les remises d'argent. On est dans le plouc 101. OK. Si vous êtes passionné par le cannabis et son écosystème, vous avez compris que le pourcentage de THC est devenu un outil de marketing, pour ne pas dire l'outil de marketing. Alors que la science nous informe de l'importance des terpènes dans le buzz et de l'immense complexité de l'effet d'entourage, le manque d'information laisse les consommateurs croire que le cannabis est comme l'alcool, où il existe un lien de causalité réelle entre le pourcentage d'alcool et l'inévitable intoxication. Ce n'est pas uniquement l'affaire des consommateurs. Tout le monde participe à cette course armée vers le plus haut niveau de THC. Dans ce contexte, il existe maintenant dans l'industrie québécoise du cannabis un niveau de suspicion, de méfiance, de défiance et de scepticisme par rapport face aux rapports de laboratoire. Certains acteurs de l'industrie accusent plus ou moins ouvertement certains laboratoires de fournir des rapports de complaisance. Je suis en train de monter un épisode sur le sujet. On va s'en reparler. En attendant, pour ne froisser personne et ne pas dire de bêtises, on peut parler d'un exemple bien documenté qui se passe ailleurs. Et j'ai choisi la Floride parce que les Québécois y sont un peu chez eux. Au minimum, nous y sommes en terrain connu, alors que si je parle du Luxembourg ou de la Croatie, c'est plus vague pour vous et pour moi.
Surtout, il y a moins d'informations disponibles. Les autorités de la Floride, conscientes de l'importance de son marché, dans lequel il faut en plus compter 100 millions de touristes par an, eh bien, les autorités ont décidé de mettre fin à ce qu'on appelle le lab shopping, le magasinage de labos, qui permet aux producteurs de cannabis d'obtenir le taux qu'ils désirent. Quand les consommateurs commencent à douter du travail des labos, et c'est ce qui se passerait actuellement en Floride, eh bien, c'est toute l'industrie qui est à risque. C'est aussi un clin d'œil inutile au marché noir qui n'a pas besoin de ce genre d'encouragement pour prospérer. Mais pourquoi les labos sont-ils si complaisants? Pour rester en affaires, semble-t-il. L'éditeur du MGBiz Daily, Bart Schradman, a récemment documenté toute l'histoire. On a ainsi appris que l'Office of Medical Marijuana Use, l'OMMU de la Floride, a imposé à 2 laboratoires des amendes de 20 000 $ pour un usage de méthodes non conformes à la réglementation. On les accuse rien de moins que d'avoir fourni des certificats d'analyse faux et inexacts. Des laboratoires concurrents se plaignent de perdre des parts de marché parce que leur analyse indique systématiquement des niveaux plus bas de THC. C'est comme si la science était au service du marketing. Et tout indique que la compétition entre les laboratoires ne fait que commencer. Est-ce que les labos vont se battre uniquement sur les prix? Non. C'est ça qui change en plus, qui est intéressant. Un nouvel élément de différenciation existe, oui. La rapidité du traitement des échantillons serait devenue un facteur très important pour l'industrie. Dans ce phénomène de magasinage de labos, quel genre d'écart peut-on voir? C'est énorme. On parle de 10 % d'écart, ce qui veut dire qu'un produit annoncé à 30 % de THC serait en réalité à 20 %. La marge d'erreur type reconnue et acceptée pour ce genre de test est de 5 %. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, je ne vous apprends rien. On en a discuté déjà à l'épisode 57, entre autres. Il est important de rappeler que si les labos sont une partie de l'équation, eh bien, les producteurs autorisés ont la responsabilité, eux, de proposer des échantillons représentatifs de leur récolte. Et là aussi, c'est n'importe quoi. Car même en toute bonne foi, il n'existe à ce jour aucune méthode standard d'échantillonnage pour l'industrie canadienne. Santé Canada n'a pas jugé bon d'imposer un protocole précis. Donc, entre les différents protocoles et les simples abus, il y a une marge de progression pour protéger les consommateurs et créer une compétition saine. Je sais pas quelle heure il est, mais c'est l'heure pour moi. Juste un instant. Hey MJ, merci beaucoup. Ouais, je vais mieux, mais je vais pas très bien. Bye. OK, je me ramasse. Je pense que je vais conclure avec une autre nouvelle qui m'a fait rire. Ouais, le sport et le cannabis sont une source inépuisable d'amusement et de mise à nu des niaiseries extraordinaires dont sont capables plusieurs gouvernements. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce gouvernement, ce serait celui des États-Unis. L'Agence mondiale antidopage, l'AMA en français et la WADA en anglais, eh bien, l'AMA a décidé que le cannabis est toujours une substance interdite. C'est arrivé il y a quelques jours. Depuis que l'AMA existe, les Américains ont milité très activement pour que le cannabis demeure une substance interdite. Sur les forums européens, tout le monde dit que le cannabis est interdit à cause des Américains. Malgré leur pleurnichement bien senti quand la sprinteuse américaine Sha'Carri Richard fut exclue des Jeux olympiques de Tokyo pour en avoir consommé un peu. Dans sa grande sagesse, le comité exécutif de l'AMA a décidé de maintenir l'interdiction parce que la consommation de ce produit violerait l'esprit sportif. Jusqu'en 2021, un athlète positif à une drogue récréative était suspendu pour 2 ans. Ça coûtait cher le joint. Aujourd'hui, on parle d'une suspension de 1 à 3 mois, si ma mémoire est bonne ou pas trop grippée. Mais ici, l'ironie est palpable. D'un côté, la science médicale doute globalement de l'efficacité du CBD et du THC. Il suffit de regarder ce qui se passe dans la grande expérimentation française qui va d'échec en échec. Et de l'autre, on peut regarder l'AMA qui affirme que le cannabis nuit à l'équité sportive. Expliquez-moi à quelqu'un, s'il vous plaît. Et je vais en rajouter une couche pour bien montrer la différence de traitement
selon que les molécules incriminées viennent d'une plante ou d'un laboratoire. Je m'intéresse depuis des années à une drogue qui s'appelle tramadol. Alors, le tramadol a longtemps été en vente libre. Tu pouvais ramasser ça juste à côté de la mélatonine. Alors, pourquoi cette drogue m'interpelle? J'ai une explication simple. Parce que les équipes cyclistes professionnelles en fournissaient comme des Smarties à leurs coureurs sans même se cacher, alors qu'il s'agit d'un opioïde très dangereux. Les conséquences furent et sont toujours spectaculaires. Je vous donne un exemple. Quand tu vois un coureur qui tombe en montant un col à 25 km/h, tu te dis forcément que quelque chose cloche. Quand des coureurs oublient de prendre un virage dans une descente, tu te poses aussi le même genre de questions. C'est le champion américain Tyler Finney qui a alerté les autorités pour la première fois en 2012. Cela fait donc 10 ans. Même le cycliste canadien Michael Barry en parle dans son autobiographie. Barry a fait une carrière remarquable et il courait à une époque pour l'équipe anglaise Sky. J'ai retrouvé son témoignage. Et là, je le cite texto. « Quand je me suis cassé des côtes sur chute au 2e jour du Tour de France, j'ai pris du tramadol pour calmer la douleur. Il m'a fait ressentir une légère euphorie. Je ne ressentais aucune douleur aux jambes. Je pouvais appuyer plus fort que d'habitude sur les pédales. Ça améliorait autant la performance que n'importe quel autre produit dopant que j'avais pris. Avec une différence de taille. C'était légal. » Fin de la citation. Évidemment, les cyclistes ne sont pas les seuls athlètes à consommer sans raison ce genre de produit. Dans une récente Coupe du monde de football, 39 % des joueurs ont déclaré prendre des antidouleurs comme le tramadol avant de jouer. Le cyclisme est un sport extraordinaire, géré par des ploucs et contrôlé dans les faits par 2 ou 3 organisations, dont le groupe de presse Amaury, propriétaire du journal français L'Équipe. Et comme il n'existe aucun syndicat pour défendre les coureurs, quand un athlète est coincé dans une histoire de doping, on le jette sous l'autobus sans problème. Par contre, c'est ça qui est intéressant, les coureurs finissent toujours par parler. Et tu sais tout un jour ou l'autre. Alors que dans le hockey, par exemple, qui est notre sport ici au Canada, au Québec, on ne sait toujours rien de ce que pouvaient bien consommer les joueurs à l'époque de Maurice Richard. Et j'ai aussi une vidéo d'un compteur de 50 buts et ancien entraîneur d'une équipe assez connue au Québec, qui a déclaré en direct à la télévision que pendant les éliminatoires de la Coupe Stanley, première supplémentaire, deuxième supplémentaire, peu importe, les joueurs, entre les périodes, recevaient des transfusions sanguines. Bon, à sa décharge, je pense qu'il s'est emmêlé les pinceaux un peu. Il parlait probablement de soluté. Donc, pour l'hydratation, c'est ce qui est le plus efficace. L'autre commentateur, également entraîneur de plusieurs grandes équipes, a tenté de diffuser l'attention en disant que dans une situation similaire, ses joueurs, à lui, ils mangeaient de la pizza en période supplémentaire de la Coupe Stanley, toi. Je viens de réécouter le vidéo juste pour être sûr que mon souvenir est précis. Manger de la pizza pour récupérer entre les périodes supplémentaires de la Coupe Stanley. C'est fort. C'est très fort. Le plus intéressant, c'est l'absence totale de réaction de la presse sportive et de la presse tout court. Au Québec, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, partout. C'est comme ça. Je reviens au tramadol et au cycliste canadien Michael Barry. Un médecin français a répondu à l'époque aux commentaires de Barry. Et là, je cite texto ce médecin, Gérard Guillaume, médecin donc de l'équipe FDJ. Comment Michael Barry, avec tout ce qu'il prenait, pouvait faire la différence entre les effets de l'EPO, des hormones de croissance, des corticoïdes et du tramadol? Fin de la citation. Ce genre de commentaire est exclusif au vélo. Peut-être dans le bodybuilding aussi, mais je ne m'avancerai pas davantage. Je ne connais pas assez ça. Mais vous comprenez ce que je disais. Mais alors, Luc, à couche, c'est quoi le lien entre le tramadol et l'interdiction du cannabis? On flâne, hein? J'ai le droit. L'usage du tramadol est de plus en plus restreint, pour des raisons de santé publique évidentes. Mais l'AMA, l'Agence mondiale de antidoping, avec sa sagesse légendaire, a annoncé que l'antidouleur tramadol sera ajouté à la liste des substances interdites aux athlètes en compétition à partir de 2024. Définitivement, pour l'AMA, il est urgent d'attendre.
Pendant ce temps-là, les États-Unis font des pieds et des mains pour rapatrier Brittney Griner, la basketteuse américaine emprisonnée en Russie pour possession de cannabis. Tant mieux pour l'athlète qui ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. En même temps, il suffit de lire les nouvelles, les autorités américaines arrêtent des sportifs sur leur territoire pour possession de cannabis. Ils font exactement la même chose que les Russes, mais avec leurs propres citoyens. L'exemple le plus récent que j'ai en tête, le 4 août 2022, le récent retraité de la NBA, il a pris sa retraite en 2021, le gars s'appelle Iman Shumpert, il a été arrêté pour possession de cannabis à l'aéroport international de Dallas. Ainsi va la vie. Et voilà, c'était le 120e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.